Salut, c'est Maillard. Quelques mots avant d'attaquer la vidéo. Vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram où je poste des photos très compromettantes sur ma vie, mes jeux et quelques-unes de mes passions. Le lien va s'afficher ici, donc abonnez-vous, ou peut-être par là. Voilà, on va dire que ça c'est fait. Je laisse encore quelques secondes et on va dire que voilà, c'est fait le lien. Très bien. Alors j'inaugure une série consacrée à la création et à la réflexion autour d'elle. C'est un genre de vidéo making-of. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo FAQ et c'est aussi suite à l'impulsion de la campagne de financement participatif autour d'Aventure, le jeu de rôle. Là-dessus d'ailleurs, j'avoue, vous avez été très nombreux à répondre à l'appel et c'est juste un truc complètement dingue. Merci, un très grand merci à vous tous qui participez à la campagne et j'espère franchement qu'on fera le plus beau jeu possible. Le jour du lancement de la campagne, Fred m'a fait le plaisir de venir en live pour discuter du rôle de MJ en mode radio libre. C'était aussi l'occasion de partager des points de vue qui se complètent autour du jeu de rôle et plus particulièrement autour de la saison 4 d'Aventure. Aujourd'hui, j'ai vu plein de messages passer sur le lancement d'Aventure. Déjà, une question un peu crue, parce que moi, je vis ça un peu comme comme si pour la première fois, en fait, je publiais pour la première fois, alors que ça fait 10 ans que je publie des jeux. J'ai l'impression que c'est la première fois. D'habitude, je fais ça dans une cave, tu vois, je suis pas exposé. Donc, enfin, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Là, tu vas être jugé de ouf. Très bien. De toute façon, parce que à ça, les gens, s'il y a la moindre incohérence, c'est vrai qu'ils n'hésiteront pas à te sauter dessus. Mais non, c'est vraiment, moi, ça me fait super plaisir. Au contraire, je suis très content pour toi déjà pour commencer. Ouais. Et puis, même d'une manière générale, moi, je suis très content que ce projet il voit le jour. Et puis j'ai super hâte de l'avoir et d'enfin de comprendre ce scénar qui n'a aucun sens, quoi. Par contre, c'est vrai, c'est une question qui revient souvent, c'est quel a été le degré d'implication, mon degré d'implication dans la 4e saison. Et il faut savoir, et c'est très important, il faut savoir que moi je sais absolument rien de la 4e saison. Les seuls trucs sur lesquels on est raccord, c'est pour éviter que d'un seul coup, il commence à... ou même dans une saison, je sors des dragons alors qu'on n'en a jamais parlé, ou qu'on sort des créatures qui n'existent pas. Et c'est très important, c'était la première discussion qu'on a eue lorsque Fred s'est jeté sur le rôle de MJ. C'est le but, et ça c'est important, que ce soit Fred ou n'importe qui, Bob ou n'importe qui d'autre, c'est important qu'il soit le maître d'œuvre là-dessus. J'ai pas mon mot à dire là-dessus. Voilà, le seul truc, c'est qu'effectivement, il fallait, dans la mesure où la saison est canon, il fallait absolument que ce que je mette dedans, donc j'essayais de te tenir au courant, sans te révéler les clés du scénar, mais de te tenir au courant en essayant de te dire à peu près qu'est-ce que j'ai introduit, de manière à ce que quand le jeu allait sortir, justement, qu'il n'y ait pas un truc du genre ah ben non mais ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans le monde d'aventure. Enfin voilà, il faut que ce soit cohérent, quoi. Il faut que je peux pas me mettre à foutre n'importe quoi, à mettre des gens qui tirent, qui utilisent des mitrailleuses, j'en sais rien, quoi, tu vois. Et ouais, donc, et ça a été aussi une discussion encore récente avec Fred sur l'implication de la saison 4, en fait, sur l'impact de la saison 4 sur tout ce qui concerne le jeu et le lore. Et il faut savoir que, enfin, je vais paraphraser Fred, c'est canon ce qu'il a fait. Et il n'y a même pas de question de est-ce que je valide ou pas je valide. Il faut bien se dire que c'est Fred le boss et je sais pas vers où ça va. Bon, je joue Mani comme je joue, ça c'est un autre point sur lequel, c'est un autre débat, mais je découvre tout le scénario et les ramifications de Fred, et ça me fait vraiment plaisir de découvrir une autre manière de maîtriser, et je me serais fait chier devant ma propre manière de maîtriser. Enfin, je sais pas comment toi tu le vis, Fred, mais j'imagine que quand t'es joueur, tu aimes découvrir d'autres trucs, et quand t'es MJ aussi. Oui, non, mais complètement. Mais c'est sûr que là, en étant MJ, pour moi, c'était super important le fait que ce soit canon, parce que sinon, j'aurais eu l'impression de faire ça pour
pour rien en fait que tu vois. Et, ça t'a mis un stress ou pas? Non, non spécialement. Si les premiers épisodes, si, ouais. parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Mais après, au contraire, je le fais avec plaisir et j'attends chaque nouvelle partie, même quand on a 5 épisodes d'avance, j'ai envie d'en faire plus quoi. Ouais. Mais ouais. Ce qui n'arrivera jamais à avoir 5 épisodes d'avance. Évidemment, évidemment. mais par exemple, pour moi, c'est important, ne serait-ce qu'un truc con, mais par exemple qu'au moment où le jeu sortira, que les gens puissent localiser Castelblanc et la forêt d'Emeraude avec la vieille tour, enfin que tout ça soit localisable dans la même carte et que les gens puissent se dire ah d'accord, donc en fait Castelblanc par rapport à la vieille tour c'était là, donc ah d'accord, ok, donc Kirov, l'empire de Kirov il s'étend sur tant de sur j'en sais rien, peut-être s'il faut, tu vois. Alors tu vois, c'est un truc que moi j'ai découvert par rapport à YouTube, parce que bon, là-dessus, bon, je le répète autant de fois qu'il faut, mais moi à la base je viens pas de YouTube, et c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, c'est le regard de lynx en fait que ton public, que les gens ont. Oui, c'est-à-dire que t'as 5000 juges sur chaque épisode. Donc, ça va, j'aime bien, ça fait pas la pression. Et c'est quelque chose, c'est autant quand je faisais mes publications, moi j'étais bien content parce que j'ai toujours été le travailleur dans sa cave et tout ça, donc j'ai jamais été très forum, très tout ça, donc passer de ça à aventure, ça a été un peu un choc, et voir à la fois la bienveillance en fait des gens qui regardent ta série, et en même temps voir qu'il y en a un qui relève, oui, que machin, il avait le token était rouge sur l'épisode d'avant, et là qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu m'expliques ça? Pourquoi est-ce qu'il est bleu maintenant? Non, mais les gens ils loupent rien, ils loupent rien sur internet, c'est pour ça que c'est le livre aventure, je vous assure, ça je dis ça pour le public, on va tous le relire 10 fois, s'il y a la moindre incohérence, faut te dire que Bob il avait raison. Ça clairement. Mais me parle pas comme ça, mais parle pas comme ça devant les gens. Déjà quand on est en partie, en général, dès qu'il y a un truc qui est pas cohérent, Bob il fait attendez, objection, t'avais dit ça à l'épisode 3, alors qu'en fait voilà. Mais pour le coup, c'est quelque chose que je découvre, parce que pareil, moi j'avais bossé sur un jeu où il y avait, on était en manque de place sur l'explication des règles, et ça a été hyper ballot parce que j'ai dû écourter un certain nombre de trucs, et ça s'est eu un impact sur le public, et ça a été à l'échelle en fait, pas d'un public de YouTube, mais c'était à l'échelle d'un lectorat. Du coup on a mis en place un PDF, les gens ont finalement fini par bien le vivre. Là il y a, je te cache pas qu'il y a un sentiment, tu vois, de pression sur, si tu parles des fameuses 100 000 personnes qui jugent à chaque épisode. Ouais. C'est au début je réalisais pas, je me souviens encore de la première moitié de la saison où moi j'étais posé en posture de pote qui rigolait à vos blagues, et il a fallu plusieurs fois où insister sur le fait de non, il faut mettre bien des barrières, et j'ai mis au moins la moitié d'une saison pour comprendre la notion de divertissement web là-dessus. C'est pas la même chose, ça c'est vrai que c'est ce qu'on fait, c'est pas complètement du vrai jeu de rôle. Moi, j'en parlais avec des gens ce week-end justement, des fans d'aventure aussi à la Savoie. C'est que un pur vrai 100% jeu de rôle sur table, normalement t'es complètement libre à tout moment de dire voyons, là je vais pour tuer un mec super important, mais non, j'ai envie de tourner à gauche, à côté, à droite après l'arbre, et je vais à la plage pour tuer des tortues. Enfin, normalement dans un vrai jeu de rôle 100%, effectivement, tu dois faire ok, bon tu t'adaptes, bon tu arrives à la plage est déserte, ouais, il y a ouais. Et tu peux pas improviser une map comme ça, faut que tu sois sois encore plus... ça. Voilà, c'est ça, c'est que le problème c'est que sur Roll20 tu peux pas prévoir toutes les cartes du monde, c'est juste pas possible, et du coup voilà, nous on est obligé de faire des cartes en avance. Du coup, moi, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, du coup, j'ai un peu changé la manière dont je réfléchis. C'est-à-dire que pour la saison 4, les joueurs sont plus ou moins dans des espèces de couloirs scénaristiques assez courts, en fait, dans lesquels ils ont de la marge. Il y a toujours de la marge pour aller à gauche, aller à droite. Il y a des PNJ, il y a plein de PNJ. D'ailleurs, c'est un truc à un moment dans la saison 4, ça je vous expliquerai. Je vous dirai en fait les scénars que vous avez ratés. Entre guillemets, et du coup en fait les joueurs sont plus ou moins dans une espèce de couloir scénaristique,
Et puis après, ils arrivent à un point clé qui change de 3 ou 4 façons différentes et qui leur permet d'aller à 3 ou 4 endroits complètement différents en fait. C'est très jeu vidéo en fait. Moi j'ai réfléchi de manière très jeu vidéo en fait dans la manière de faire. Et il y a des points forts et c'est ce que je t'avais dit, c'est que tu m'as fait penser dans ta manière de fonctionner à mon grand frère en fait, qui construisait beaucoup ses scénarios. C'était un technicien, il était très technicien, c'est-à-dire à faire des plans qui variaient sur la... Enfin, il gérait toutes les distances, c'est-à-dire qu'il disait bah là c'est pas cohérent, la portée des archers, là c'est pas possible, alors que là où moi je vais plus penser en termes de cinématographie et de cohérence, toi tu vas penser en termes de technicité, de cohérence. Et pour le coup, c'est vraiment rafraîchissant, même si des fois je te cache pas que je m'en veux de jouer comme je joue. Parce que j'ai l'impression d'être un peu teubé, tu vois. Je parle même pas de la séquence où j'ai revu la rediff avec les gros yeux, avec le téléphone arabe, Théo qui me donnait une information mais capitale sur le truc, et je sais pas à quel moment t'as dû te dire il va transmettre les informations de manière claire et concise. Non, mais c'est vrai, sur le coup, je me suis dit attends, est-ce que c'est moi qui ai mal expliqué? Ou est-ce que tu vois, je me suis dit le 2, je me suis dit mais attends, non, puis en plus, il est complètement con ou c'est moi qui ai mal expliqué? Alors, je vais pas répondre à cette question. Je vais pas répondre à cette question. Il est possible que vous ayez quelques indices sur la vidéo. Mais par contre, pour le coup, dis-moi si je me trompe, mais t'avais écrit ton script en fait de ce que disait Théo. Oui. D'accord, parce que j'ai l'impression que tu regardes l'écran. Si, en fait, les dialogues très importants, comme ça, j'écris complètement le script de ce que je dois te dire pour ne rien oublier, en fait. Parce que le truc, c'est qu'il y a plein d'informations. En fait, ce que j'ai fait quand j'ai fait la saison 4, j'ai commencé par mettre toute la chronologie, en fait, de la saison 4 hors joueur, c'est-à-dire qu'ont fait les PNJ avant la saison 4, tu vois. Parce que du coup, ça me permet ça me permet de faire le lien logique. Par exemple, de dire tel personnage était à tel endroit au moment où les joueurs étaient à tel endroit, et du coup de pas avoir deux personnages qui étaient à deux endroits identiques au même moment, tu vois ce que je veux dire. Et ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai écrit les motivations du méchant, et je me suis dit bon, voyons, si je suis le méchant, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferai et quelle est la chose la plus logique et la plus facile à faire, pétri de malveillance et de méchanceté pour savoir comment réfléchissent les grands méchants de cinéma. Ouais, et en même temps je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple d'arriver à mes objectifs, tu vois, pour éviter le syndrome du je suis le méchant et j'ai un plan super complexe. Est-ce que le méchant, la vraie question, c'est est-ce que le méchant va arriver à un moment donné devant nous, en train de dire « Et vous savez pourquoi j'ai fait tout ça? Car en vérité, il y a quelques jours, pendant que vous... » Et il explique tout le plan, pendant que moi, par accident, je trébuche et je réussis à ouvrir la trappe pour qu'on s'enfuit tous. Est-ce qu'il va arriver un truc comme ça? Ce qui va arriver surtout, c'est qu'en fait, j'ai déjà introduit tous les éléments, ne serait-ce qu'à l'épisode 1. Si les gens peuvent... au moment où il y aura la révélation, je vais pas dire laquelle, mais au moment où il y aura la révélation, les gens pourront même aller vérifier ce que j'ai dit à l'épisode 1 et verront que, ah oui, il avait dit ça, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le coup du ballon avec le lancer de D12 que tu avais fait pour savoir à combien ça allait exploser. Oui. Ça, est-ce que c'était Alors, ça reste entre nous. Est-ce que... Non, je finis ma question. Est-ce que c'était prévu que ça tombe sur moi? Ah non, par contre, absolument pas prévu que ça tombe sur toi, par contre. Voilà, non, parce que tellement la seule action, la seule action cool qui est de mon fait, hein, parce que toutes les actions cool pendant le match, j'y suis pour rien. Tu vois, c'est parce que les autres ont eu la loose et que j'y suis pour rien que ça donne l'impression que j'ai réussi quelque chose. Mais la seule action cool du match, je suis tombé là-dessus, quoi. Mais tu vois, techniquement, moi, j'aurais pas géré ça, ces techniques-là de MJ, je les aurais pas gérées. Moi, j'aurais plutôt pensé à l'ambiance, à la cinématographie, à la manière de mettre en scène le côté shonen, à la manière d'impacter le scénario sur l'ambiance et inversement. Et le côté technique, dans le sens noble, est vraiment rafraîchissant. Enfin, moi, ça me rappelle les parties avec mon frangin. Et pour le coup, ça rapporte même une fraîcheur là-dessus, vraiment, sur la saison. Je sais pas vous comment vous l'avez vécu dans le chat, mais... C'est vrai que moi je suis pas très descriptif dans le truc en général. Je décris en général une carte quand on arrive dessus ou un personnage quand on le rencontre la première fois, mais après j'oublie vite la description au profit du gameplay, entre guillemets.
Parce que je sais pas si les gens ont remarqué, hein, la campagne est très longue. Là, on est vraiment dans une campagne. On est allé dans la montagne chez les nains, on est dans la forêt de Chine, on est allé chez la Tour des Mages chez les Bob. Alors, chez Bob. Comme à chaque fois, la saison recommençait où le MJ disait allez, on va finir en 15 épisodes. Voilà, c'est ça. Grand max. Facile. Et du coup, effectivement, comme la campagne est très longue, c'est vrai que j'essaye des fois d'accélérer les trucs en zappant un peu de description pour faire avancer l'intrigue, en fait. Voilà. D'accord, ok. Et tu te sens pas un peu... Parce que moi, je me sentais un peu frustré. Bon, j'ai fait le sens inverse, mais en tant que MJ, je me sentais un peu frustré de ne pas pouvoir mettre plus mon personnage, en fait, dans l'histoire. Est-ce que tu arrives à jauger ton envie de jouer en tant que joueur dans l'histoire et le plaisir que tu en tires en tant que MJ? Oui, complètement, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de faire avancer, moi, personnellement, c'est l'intrigue. Et j'ai envie qu'au moment où il y ait la révélation, que tout s'emboîte. Je veux qu'au moment où tout s'emboîte, les gens fassent ah, tu vois, c'est ça. C'est surtout ça qui m'intéresse en fait. D'accord. Et c'est qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que je veux qu'à la fin, ça tienne debout et qu'il y ait personne qui fasse ah ouais, mais non, parce qu'en fait, tu vois, l'épisode 12, les gens parlent comme ça quand ils parlent de ton scénario. C'est ça, c'est ma voix de con. D'accord. Très bien, d'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as, comme dans les films de thriller, est-ce que tu as un immense plan A3 sur ton mur avec toutes les ramifications et que tu es à la lumière d'une bougie le soir en train de faire mais bien sûr, tout est lié. Mais par contre, j'ai 65 pages de documents Word. C'est-à-dire 63 pages de plus que moi, avec les 3 saisons confondues. Non. Il y avait des araignées sur les films. C'est vrai, et là il y avait pas mal d'intrigues. Je me souviens parce qu'il y en avait une qui était orange, et l'autre qui était jaune, et l'autre qui était verte. Et là par contre il y avait vraiment de la vraie surprise. Là on est déjà, avec la saison 4 d'Aventure, en train de voir l'investissement que représente le recoupement de 4 intrigues ou de 3 intrigues clés, parce que réussir à impacter un fil rouge avec le background d'un roi nain, le background d'un demi-élémentaire, le background d'un pyromage, et essayer de faire tout recouper, c'est et là ce qui nous le permet, c'est quand même les 3 saisons derrière qui nous permet de plus avoir à réexpliquer certaines choses. Alors, mais ce qui est cool aussi justement, c'est que là l'origin story qu'on a entendu avec l'origin story de Chine, l'origin story de Grun Lake, enfin qui n'est pas forcément origin story, enfin, à part pour Chine peut-être, mais c'est vraiment c'est chaque personnage qui a vraiment dit son background, ce qu'il voulait dire de son background, parce que c'est vrai que finalement les personnages on les suit depuis la saison 1. Oui. Mais à part vaguement Théo dont on a vu un peu dans le live de Castelblanc, mais sinon on n'a jamais trop su d'où ils venaient, comment ils étaient arrivés là, etc. Donc c'est les origines historiques, c'est un truc que je trouve ça vraiment. Et là-dessus, parce que du coup j'ai découvert moi en même temps que le tournage des derniers épisodes avec Chine, j'ai quasiment découvert en même temps que vous étiez entretenu en fait avec Seb, ouais, pour vous mettre d'accord. Je pensais pas, ouais, que vous étiez entretenu autant, parce que je l'ai trouvé genre méga over impliqué en tant que joueur là-dessus, ouais, comme si en fait on pourrait croire que c'est un dialogue de film. Oui, si. En fait, disons que je lui ai, il a parlé avec moi et moi je lui ai dit les éléments qu'il était censé savoir, genre les éléments de son passé qu'il est censé connaître, quoi, déjà. Parce que c'est pour pas qu'il découvre, genre ah oui j'étais là, ok d'accord, tu vois, mais voilà. Mais après il y a une partie par contre qu'il savait pas, là vu que c'est sa partie à lui, Seb, là il est à fond dedans, hein, forcément. Ouais, mais bon, après tu pourrais tomber sur je dis personne au hasard, mais tu pourrais tomber sur un joueur, être à bloc sur un truc et te rendre compte qu'il est pas à la hauteur de ce que tu lui remets, tu vois. Donc... Ouais, non, mais là pour le coup, non. Après, Seb, attends, au bout de 8 ans de JDG, Seb c'est un bon acteur, hein, mais non. Du coup, tu veux dire qu'il va bien faire semblant de prendre plaisir à jouer avec toi, c'est ça? Voilà. Et du coup, hâte de repasser joueur, que ce soit... Ah bah oui, moi aussi, ouais, c'est sûr que ça me fera plaisir de repasser joueur et de pouvoir démolir ton scénar. Très bien, tu vois, c'était bien, mais tellement elle est géniale la transition. Parce que j'allais te dire, voilà, maintenant, on est à le coup, on est posé. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu peux te lâcher. Qu'est-ce que tu as à dire sur ton groupe de joueurs? Vas-y, c'est ton moment. Personne ne t'écoute. Voilà, c'est le moment. Tu peux tout dire.
tu peux te dire qu'est-ce que... À force, le truc c'est quand j'écris le scénar, je commence à comprendre comment chacun va réagir. Je sais que devant un combat, Bob va forcément vouloir les défoncer, Grunleg va forcément vouloir négocier, Manny va forcément vouloir essayer de contourner et il va faire une connerie derrière. Et Seb il va rester derrière et il va rien dire jusqu'à ce que ça commence à frapper. Voilà. Donc à force je commence à maîtriser tout. Et c'est pour ça, tu sais, quand je prévois à peu près en me disant bon ouais, alors, attends, si je vais faire ça, je sais que si je vais mettre un groupe de 4 l'épisode avec le groupe de soldats de Kirov il est passé, ouais, je crois. Je savais forcément, je savais que Crane il allait essayer de négocier, je savais que Bob il allait essayer 2 minutes et qu'il allait s'arrêter après. Donc c'est pour ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est une vraie question, du coup. Est-ce que tu prends vraiment plaisir à faire ça alors que tu minutes tout et t'es tout au scalpel, t'es tout dans la projection Parce que moi, je suis pas... Enfin, je te dis, moi, quand je maîtrise avec Théo, par exemple, bon, je vois à peu près comment est-ce que vous jouez, même si j'avoue que je suis toujours un peu surpris sur la manière dont tu joues. Sans-le. Moi, je suis imprévisible. Moi. Voilà. Non, mais... Ah merde, du coup, attends, j'ai oublié la question. J'allais répondre, j'allais dire un truc super intelligent et j'ai oublié la question. Non, en fait, on parlait sur le fait, est-ce que tu prends plaisir à quand même, malgré toutes tes projections, et le fait que tu calcules et tu sais la réaction que on a. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est... Je crois qu'il y a une seule fois où j'ai vraiment été complètement pris de court. C'était dans le flashback, l'espèce de renvoi temporel fait par l'incarnation de Cthulhu, où vous étiez revenu au moment de la petite fille, et que Grunleg a voulu, il est parti en mode je vais modifier le passé. Alors ça m'a complètement pris de court, effectivement. Mais au bout d'un moment, Bob a réussi à le raisonner et il s'est dit bon, je vais pas le faire. Après, il n'avait pas totalement tort, Crane, sur les hypothèses, vu qu'on était vraiment devant une inconnue. Mais quand tu te retrouves très pragmatiquement devant un Roll20, devant l'émission à tourner, devant beaucoup de paramètres, quand quelque chose te prend de court, c'est-à-dire que si on était tous autour d'une table et quelque chose t'aurait pris de court, t'aurais dit bon, on fait une pause, allez, tout le monde va faire pipi, chacun son tour. Et comme ça me laisse le temps de pouvoir gérer autant ça, autant là, les implications et techniques et de gestion derrière. Ouais, c'est pas super évident à gérer. En fait, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça du tout de la part de Crane. Du coup, vraiment, pour moi, je me suis dit, c'est quelque chose de complètement irresponsable, donc il va pas le faire. Et si, il a fait, et donc ça correspondait pas. Mais sa réflexion tenait la route. Sa réflexion tenait la route. C'est vrai que s'il avait maintenu le truc, on s'y serait adapté. Simplement, en fait, ça aurait eu des répercussions complètement folles, en fait, sur les. C'est aussi pour ça que finalement il a pas fait, en fait, parce que c'est vrai qu'on a discuté, il y a eu un cut dans le passage, on a discuté. Moi je lui ai dit, j'ai dit à Crane, au joueur, je dis écoute, si tu veux faire ça, t'as le droit, hein, c'est un jeu de rôle, normalement t'as le droit de le faire, pas de problème. Mais par contre, les répercussions seront inimaginable, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, du coup, il aurait fallu arrêter le tournage, que je change le scénar en cours, et il se serait passé des trucs de ouf, quoi. Je veux dire, s'il faut, peut-être que Théo aurait toujours eu l'incarnation de. Peut-être que, comme Bob disait dans un live, ça se trouve, on découvrirait qu'en effet, Théo n'est pas vraiment un aventurier. Oui, voilà, ça aurait vraiment tout changé de ouf. Le truc, c'est que ça, en fait, si on l'a pas fait, c'est parce que ça aurait littéralement effacé les saisons 2 et 3. Ouais, ça aurait pu invalider les histoires. Et on sait, c'est toujours délicat. C'est un peu comme. C'est le syndrome Lost, en fait. Ouais, voilà. C'est se dire, ouais, vous avez suivi tant de temps une série, vous avez aimé les personnages, et ben non. Voilà, tu vois, le truc, c'est vrai que ça aurait vraiment, ça aurait effacé la saison 2 et 3. Peut-être le truc avec le père de Bob ne serait pas arrivé, peut-être que Bragg il serait toujours en vie, peut-être que la magie n'aurait pas disparu. Effectivement, s'il faut, la magie n'aurait pas disparu, du coup, mais il y aurait tellement de trucs qui auraient changé. Peut-être que Eden serait morte, tu vois, c'est. Ah bah quand même, pourtant j'ai bossé, hein. Tu vois.
Mais pour le coup, tu vois, Crane, il fait souvent preuve de clairvoyance ou de projection. Il arrive à être pertinent, en fait, dans les intrigues. Et ce qui est cool et ce qui est bien, ça compense bien avec moi. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que il m'a vraiment mis le doute sur le parallèle, quitte à ce que... Enfin, moi, je me souviens, quand on a mis un off à ce moment-là, en fait, il y a plusieurs off quand on joue. Et c'est comme, par exemple, quand les joueurs, à la fin de la saison 2, je crois, quand vous arrivez vers Mirage, pareil, et que vous faites votre plan pour rentrer dans la cité, pendant 1 heure, en fait, vous avez fait votre plan. Et on a tourné que la conclusion, et ça on peut pas parce que c'est chiant à voir. C'est typiquement le genre de truc qui casse vraiment la dynamique de narration. Et là c'était pareil, c'est-à-dire qu'on a discuté. Moi je me suis un peu laissé convaincre quand même par Crane sur la faisabilité et j'avais pas l'intérêt, mais parce que c'est pas vraiment d'intérêt, c'est la faisabilité et l'impact positif que ça peut avoir. Mais il y a tellement de paramètres, puis on part sur des principes de voyage dans le temps, parce que j'en suis encore à me demander si dans la 4ème saison il va pas y avoir des éléments de voyage dans le temps et que les fameux arcs narratifs que tu boucles, s'ils impactent pas d'une manière ou d'une autre sur les arcs des autres. Donc si on va pas avoir un voyageur temporel venu de l'arc de Bob, si on va pas avoir, c'est déjà le cas, des impacts de l'arc de Crane, et le fait que tu arrives à tout agencer, je te dis franchement, je sais pas du tout où est-ce que tu vas, et si ça te met un minimum de pression sur le fait, c'est un peu comme si tu cuisines le truc et qu'à la fin, est-ce que tu as pas un peu la crainte de décevoir? Non, parce qu'en fait, je veux pas faire un truc aussi compliqué que ça, t'inquiète. Mais par contre, le retour de Bruce, on me dit. Mais franchement, j'y avais pensé à faire rentrer dans la saison Bruce et même le personnage de Vinx. Mais le souci, c'est purement technique, c'est que il n'y a pas la place à mettre tant de monde sur l'interface en fait. Ouais. 6 joueurs sur l'interface, c'est chaud. Il faudrait refaire toute l'interface, c'est un peu chaud. Mais sinon, par contre, effectivement, tous les arcs vont avoir une influence sur l'arc final. Ça, c'est sûr et certain. C'est peut-être pas autant qu'avec des voyages temporels, mais tous les arcs vont servir sur l'arc final et surtout sur la post-fin en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que depuis le début je veux faire. C'est-à-dire que toutes les décisions qui auront été prises durant la saison 4 vont avoir, à la post-fin, il y aura une espèce de post-générique, un peu comme à la fin des jeux, genre oui, tel personnage est parti, il a fait ça, tel personnage est parti dans la forêt pour suivre machin truc et de découvrir le trésor de McCoy. Enfin voilà, du coup... et du coup, la post-fin, en fait, ça va être vraiment l'après... voilà, c'est tout ce que les... Ça sera jouable ou pas? Enfin, sans spoiler, évidemment. Non, ça sera... La fin, oui, évidemment, la fin sera jouable, mais la post-fin, ça sera... En fait, quelles conséquences ont les choix que vous avez fait durant la saison, en fait, tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais est-ce qu'on va les subir dans le sens où est-ce qu'on sera passif devant ça, ou est-ce qu'on va pouvoir interpréter nos personnages? Passif et actif, en fait, oui, parce que vous aurez évidemment des décisions à prendre. Je veux pas te dire, Mani est parti et fonda un camp nudiste. Enfin, pour la 3e fois. Voilà, je vais pas, évidemment, je vais pas vous imposer des trucs. Mais par contre, je sais pas, je prends un exemple. Les décisions qu'a pris Crane dans l'arc des nains, par exemple, tu vois, il a choisi de postuler lui-même au poste de roi, il a choisi de ne pas guérir son père, il a choisi, enfin son oncle, il a choisi de ne pas exécuter Tagore malgré la trahison, il a choisi de ne pas aller chercher Urgreen. Tu vois, tout ça aura des conséquences dans la post-générique, et je dirais, voilà ce qui s'est passé chez les nains après la fin du scénario.